Lancé en 1956 dans le sud-est du Royaume-Uni par deux frères Tony et Glenn Allen, Allen Brothers est rapidement devenu une marque d'accastillage référence, leader aujourd'hui sur le marché britannique de la voile légère. Depuis 2023, elle est distribuée exclusivement en France par XPO, un acteur nautique bien connu des plaisanciers et régatiers, spécialisé dans la conception et la fourniture d'accastillage de voiliers de course et de bateaux de plaisance. Son fondateur Xavier Philippon, lui-même passionné de voile légère et olympique, il a participé au JO de Séoul en 1988 en Soling, a décidé l'année dernière d'accompagner les spécialistes français de 49er, Clément Péquin et Erwan Fischer, dont le bateau est équipé de poulies, coinceurs et tourelles de la marque Allen Brothers. Un partenariat payant puisque ces derniers ont été sacrés dimanche champions du monde à Lanzarote, une grande première pour la France dans cette série spectaculaire. Fier de soutenir le duo tricolore, désormais tourné vers son prochain grand objectif, les Jeux Olympiques de Paris 2024, XPO et Allen Brothers vous présentent cet épisode de Pause Report. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 155e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 12 mars, il est exactement 9h et nous allons parler aujourd'hui de voile olympique puisque nous avons l'immense honneur de recevoir 2 champions du monde sacrés dimanche à Lanzarote en 49er, une grande première pour la France dans cette série. Notre premier invité est Clément Péquin, il est à Barcelone. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Notre deuxième invité, son compatriote et compagnon et collègue de 49er, Erwan Fischer, est de son côté à Nantes. Bonjour Erwan. Hello tout le monde. Eh bien messieurs, avant de vous donner la parole, je vais faire un petit retour rapide sur ces championnats du monde de 49er de Lanzarote. Compétition qui était particulièrement importante cette année, à 4 mois et demi du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette compétition, pour vous, s'est déroulée comme dans un rêve, parce que sur les 16 manches courues avant la medal race, vous terminez 13 fois sur le podium, au point, si je ne me trompe pas, vous me le confirmerez, d'être assuré du titre avant cette fameuse medal race dont vous avez pris la 6e place. À l'arrivée, vous terminez nettement devant les triples champions du monde en titre, les Néerlandais Braatland Brix et Floris van de Verken, et les Espagnols Diego Botín, Florian Trittel-Paul. Et surtout, vous empochez, même si c'est pas encore officiel puisque la Fédération française de voile ne l'a pas encore annoncé, votre ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, messieurs, un peu avant de rentrer dans le détail de ce titre historique pour la France, qui n'avait jamais été sacrée championne du monde en 49er, peut-être qu'on va commencer par vous présenter auprès de nos éditeurs qui vous connaissent pas forcément. On va commencer par le barreur. Alors, le barreur, c'est Erwan. Oui, bonjour à tous déjà. Moi, je me présente, c'est Erwan Fischer. Je suis originaire de Loire-Atlantique, plus précisément du Pouliguen. Et je suis licencié au Cercle Nautique La Baule de Pouliguen-Pornichet. Et depuis maintenant 2 ans, j'habite sur l'Orient. Et moi, j'ai vécu en tout cas toute ma jeunesse et ma scolarité au lycée Grand Air avec le cursus sport-études à La Baule. Avec au début beaucoup de dériveurs doubles, donc au début l'équipe puis le 29er, pour ensuite basculer sur la discipline phare du skiff, c'est le 49er qui est aux Jeux Olympiques depuis les Jeux de Sydney en 2000. D'accord. Et tu as donc toujours été attiré par ce support. Qu'est-ce qui te plaisait en particulier sur ce support? Depuis tout petit, il y a plusieurs personnes qui m'ont vendu du rêve, notamment Manu Dien et Stéphane Christidis qui étaient au jeu en 2012. Moi, j'ai fait toute
tout cas toute cette PO-là, donc la PO de 2008 à 2012, Manu était au jeu avec Steph et c'est des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont fait en tout cas donner envie de faire ce bateau-là. C'est un bateau que je trouvais très esthétique, très planant, magnifique. En tout cas, c'était pas un support qui était à foil parce que le foil, en tout cas sur les supports olympiques, était pas encore démocratisé. Mais voilà, ça faisait partie en tout cas des bateaux spectaculaires du circuit olympique en tout cas. Et j'avais envie de faire tout simplement ce bateau-là. Clément, raconte-nous ton parcours. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Clément Péquin. Alors moi j'habite à La Rochelle depuis que je suis tout petit. J'ai commencé la voile en pratiquant un peu comme beaucoup de voileux par l'optimiste. Ensuite derrière j'ai vite aimé le doux, donc pareil j'ai vite basculé sur des supports en équipage. Donc j'ai fait beaucoup de 420, pareil en faisant un cursus sport-études au collège Fromentin à La Rochelle et puis au lycée d'Auté. Et puis voilà, j'ai fait du 420. Après, il était temps un peu de passer sur les séries seniors, donc j'ai commencé par le 470 où je me suis bien éclaté, mais je sentais qu'au bout d'un moment, j'allais avoir une petite barrière au niveau de mon poids parce que je suis assez grand et puis assez lourd. Donc je me suis dit au bout d'un moment, bon, si tu veux continuer dans l'olympisme, il va falloir trouver un support un peu plus adapté à ton gabarit. Donc ensuite, c'est présenté le 49er et puis c'est un bateau où voilà, il y a des sensations qui sont fabuleuses dessus, où j'ai pris beaucoup de plaisir dès le début, et puis je me suis dit, allez, c'est bon, c'est parti, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc après, j'ai persévéré, et puis voilà, avec Erwan, on s'est rencontrés, on s'est dit que ça pourrait être bien de monter un projet ensemble. Et puis depuis, voilà, je navigue sur ce bateau-là, et puis je prends énormément de plaisir, en tout cas, à naviguer sur ce bateau qui est fabuleux. Voilà, et puis pour ajouter, c'est vrai que j'ai fait aussi pas mal pour essayer de varier un petit peu tous les supports que je trouvais très importants afin d'apprendre encore plus un peu sur notre sport qui est la voile. J'ai fait beaucoup de match racing, un petit peu de voile aussi offshore, voilà qui m'ont permis un petit peu de travailler avec plein d'autres personnes aussi et qui m'ont permis voilà de m'enrichir encore plus et puis voilà j'ai jamais aussi oublié de revenir sur le support que je dis un peu principal parce que c'est celui qui m'anime avec le gras le goût forcément qui sont les Jeux Olympiques, donc revenir en 49er pour essayer de performer au plus haut niveau au quotidien. Vous allez nous raconter un peu les particularités de ce bateau. Clément, juste pour continuer sur ton parcours, tu disais si je voulais continuer la voile olympique, pour toi c'était vraiment, y en a qui rêvent de course au large, il y en a qui rêvent de match racing peut-être. Pour toi c'était vraiment la voile olympique, le Graal dont tu parlais? Ouais, alors pour moi, c'est vrai que ça a toujours un peu été la voile olympique parce que baigné aussi par l'entourage avec lequel j'ai grandi. J'avais quand même beaucoup de copains et puis voilà avec des personnes aussi issues de familles qui ont beaucoup régaté sur des supports olympiques. Donc c'est vrai que moi je me suis vite fait à l'idée aussi d'essayer de faire la même chose parce que c'est ça qui m'animait. Et puis voilà, je pense que il y a quand même quelque chose, c'est le fait de me dire que pour le moment, en étant assez jeune, je pense que la voie en tout cas qui me paraissait la mieux en tout cas, c'était de commencer par l'olympisme et puis pourquoi pas plus tard venir un peu sur la course au large. Moi, c'est un peu ça que j'ai choisi. Je pense que l'inverse est aussi possible, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'anime depuis mon plus jeune âge, quoi. C'est vraiment d'aller décrocher ce Graal olympique qui au début paraît un petit peu inatteignable et puis au fur et à mesure au final qu'on progresse, qu'on avance dans la vie, on se dit c'est peut-être pas si inatteignable que ça. Donc voilà, j'ai eu vraiment voilà cru en moi et puis à me dire que petit à petit peut-être que ça pouvait arriver à force de persévérance et de travail. Et puis voilà quoi, j'espère pouvoir y participer et puis voilà encore rêver encore plus grand et d'aller y décrocher une médaille si j'ai l'occasion d'aller participer avec à la fête avec tous les autres concurrents. Et avec Erwan. Erwan, toi aussi, c'était un Graal, les JO pour toi. C'est vraiment ça qui t'anime depuis quelques années. Ouais, depuis tout petit, moi je suis issu d'une famille assez sportive. On est pas mal de frères. Et, j'ai mon frère aîné aussi qui fait Kevin qui fait de la voile olympique, donc qui fait le même support que moi, le 49er. J'ai mon petit frère aussi, Loïc, qui a arrêté maintenant la voile juste après être champion du monde ISAF en 29er.
Moi, j'ai commencé assez sur le tard au final par rapport à eux deux. Mon petit frère avait commencé la voile avant moi. Moi, j'ai fait pas mal de rugby avant. Et j'avais commencé par l'optimisme, mais j'ai pas beaucoup aimé. En fait, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire de la voile, à être tout seul. Et je pense que les valeurs du rugby, la cohésion, le collectif, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en tout cas dans le rugby, que j'ai voulu ressentir en voile. Et c'est pour ça que je me suis dirigé très rapidement vers un support double. Et directement, les images à la télé, les Jeux Olympiques, l'excellence du sport de manière générale dans un sport amateur qui est le nôtre, c'est les Jeux Olympiques, le Graal ultime. Et voilà, très rapidement, j'ai trouvé que le Forti était le bateau en tout cas adapté et qui me plaisait. Et l'alchimie des deux, le Fortiner et les Jeux Olympiques, tombaient bien. Donc, je me suis en tout cas tourné vers ça très rapidement après. Est-ce que on va continuer avec toi, Erwan, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de vous associer en vue de cette préparation olympique pour Paris 2024? Alors avec Clément, on s'est rencontrés il y a assez longtemps. On s'est rencontrés en 2010. On était tous deux dans des séries différentes. Moi, j'étais en 29er et Clément était en 420. Et on venait tout juste d'être champion de France chacun de nos catégories. Donc moi, je naviguais avec Thibaut Julien et puis Clément naviguait avec Clément Iclief. Et la fédération avait organisé en fait tous les ans, donc au mois de septembre, parce que les championnats de France c'est l'été, un regroupement en tout cas de tous les champions de France des catégories et disciplines différentes, donc la planche à voile, le catamaran, etc. Et en fait, on s'était rencontrés là du coup en 2010. On avait déjà pas mal discuté, échangé en tout cas entre nos deux équipages, et il y avait une bonne entente, on va dire. Et après, Clément est arrivé sur le 49er. On est passé en 49er en 2014. Et Clément était avec un autre barreur, donc avec Lucas Rual, qui est allé au jeu avec Émile Amoros pour Tokyo. Et moi, j'étais toujours avec Thibaut Julien. Et avec Thibaut, on a décidé d'arrêter le projet en 2017. Et avec Clément, on s'est associé, puisque Clément avait arrêté avec Lucas, qui s'était remis avec Émile Amoros, son ancien équipier de 29er. Du coup, on s'est associé en 2018 puisqu'on n'avait plus de projet en cours et on s'est dit que ça serait bien de poursuivre en tout cas notre rêve et cette aventure olympique ensemble vers potentiellement, même si c'était assez court, en 2018 pour atteindre l'objectif des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Voilà. Dans un premier temps, c'était ça l'idée de base. Et elle s'est passée comment cette première PO ensemble pour les Jeux de Tokyo? On va demander à Clément cette fois-ci. Ouais, bah ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que quand on s'est associé avec Erwan, on a vite senti un peu une bonne synergie dans notre projet. Ça nous a vraiment poussé à faire encore plus d'efforts, mais ça s'est vraiment bien passé. C'est vrai qu'après déjà quelques semaines, quelques mois, je me rappelle très bien, on s'est présenté sur la première épreuve qui était la semaine de Kiel au mois de juin. Bon, malheureusement, moi, je me suis blessé assez vite. Je me suis fracturé le cinquième métail de la main gauche, mais on sentait en tout cas que à l'entraînement et pendant le premier jour de régate, on avait réussi à faire de très belles choses et on se sentait en tout cas vraiment capable avec beaucoup de travail et puis d'abnégation vraiment d'aller chercher de belles choses. Mais c'est vrai que avec Erwan au quotidien, on savait que on avait de bonnes qualités tous les deux, qu'il fallait vraiment qu'on arrive à marcher ensemble dans la même voie, dans le sens où on avait nos idées, on savait que nous tous les deux en tant qu'équipage, on pouvait être performants. Il fallait essayer de travailler un petit peu dans les détails aussi que font le sport de haut niveau. Et puis il fallait vraiment au final qu'on arrive vraiment de vraiment se mettre en phase tous les deux pour arriver au plus haut niveau. On savait qu'on avait les capacités chacun de notre côté, mais on sait que voilà, pour performer au niveau, il faut qu'on arrive à tous les deux ensemble à 100% investis. Et voilà, on savait que c'était vite dans ces choses-là qu'il fallait qu'on aille tous les deux avec Arwan parce qu'on sentait que c'était ça un peu la priorité dans notre équipage. Ouais. Finalement, à l'issue de cette PO, c'est l'équipage, vous l'avez dit tout à l'heure, Lucas Rual et Émile Amoros qui a été sélectionné pour Tokyo. Je crois qu'ils ont pris la 15e place, si je me trompe pas. Clément, ils étaient au-dessus de vous sur cette PO?
En tout cas, sur les épreuves de sélection, là où on nous demandait de performer, ils ont clairement été au-dessus. Nous, je pense qu'on manquait un petit peu avec Erwan d'être vraiment en phase. On sentait que notre projet encore, il avait quelques faiblesses dès qu'on allait chercher un petit peu plus de pression. Je pense que c'est là aujourd'hui on a bien progressé, je trouve, et qu'on arrive à faire la différence. Mais clairement, au début de notre association, je pense que c'est ça un petit peu qui a manqué pour qu'on puisse décrocher directement les étoiles. Donc ouais, sur les épreuves de sélection, effectivement, ils étaient bien au-dessus parce que nous, on manquait encore un petit peu quelques cases à notre projet. Après, derrière, on a bien travaillé, on a bien réussi à combler tout ça. Et là, ces derniers mois, ces dernières semaines, on se sentait vraiment bien en phase, en tout cas pour certes battre les Français parce que effectivement c'est des épreuves de sélection pour cette Olympiade, il fallait forcément terminer devant les Français. Et puis aussi pour battre la concurrence mondiale, c'est quand même ce qui nous intéresse en tout cas dans notre Graal aux Jeux Olympiques, c'est de pouvoir battre vraiment les concurrents à l'international. Et là, on sent vraiment maintenant qu'on a les armes pour le faire. Je pense que la semaine dernière là ce qu'on a réussi à faire, je pense que ça a rajouté encore un peu plus de confiance et ça a encore plus validé un petit peu tout le travail qu'on a mis en place pour justement travailler dans les détails qu'on travaille depuis quelques temps. Donc voilà, on sent on a pris un petit peu on a beaucoup progressé en tout cas de ce côté-là et voilà, on a hâte de voir en tout cas ce qu'on peut faire et puis réitérer un petit peu les exploits qu'on a fait ces derniers temps. Avant de revenir sur cette deuxième PO, on va peut-être s'arrêter un instant sur le bateau, le 49er, qu'on appelle aussi un skiff. Erwan, est-ce que tu peux nous expliquer, détailler un petit peu ce qu'est ce bateau et quelles sont un peu ses spécificités? Ouais, donc le 49er, il porte son nom parce qu'il fait 4,90 m de long. Comme tu l'as dit, il s'agit d'un skiff, c'est un monotype dessiné et conçu par l'Australien Julian Braithwaite en 1994. Et il a été pour la première fois aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Bon, c'est un peu un engin qui est assez difficile d'accès dans le sens où c'est pas un bateau qu'on retrouve au quotidien dans les clubs ou en tout cas à l'initiation de la pratique comme peuvent l'être le laser, etc. Mais qui rend aussi le bateau difficile parce que vu qu'il est vachement abordable pour tout le monde, il y a énormément de bateaux sur la ligne de départ en laser. Mais voilà, c'est en tout cas un bateau qui est surtoilé. Il y a à peu près en tout, quand toutes les voiles sont dehors avec le spi établi, etc., ça fait à peu près 60 mètres carrés de voile. Ouais, ce qui est beaucoup pour un bateau de 4,90 m. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Pour un esquif, en tout cas, ça fait 125 kilos à peu près. Donc avec tout le gréement, les voiles. Donc nous, faut savoir que notre équipage, il est entre 165 et 170 kilos. Donc on fait quasiment un tiers de plus que le poids du bateau complet, quoi, en poids d'équipage. Donc c'est assez conséquent. En tout cas, le rapport poids-puissance que peut avoir ce bateau-là, c'est pour ça qu'il plane très rapidement et qui va très rapidement à des vitesses de l'ordre de entre 22, 25 nœuds, voilà, quand ça va bien. Ouais, ce qui est à cette échelle, c'est sacrée performance. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est pour ça qu'on le fait aussi ce bateau-là, c'est qu'il voilà, il nous plaît, il est assez nerveux, il est très puissant. Et maintenant, voilà, il y a des nouvelles voiles. Le bateau, en fait, il évolue vachement dans le temps, c'est-à-dire ils ont fait des modifications dessus. À un moment, il y avait des échelles avec des rails en fonction du poids de l'équipage. Maintenant, c'est des échelles, des ailes fixes pour tout le monde. On a eu aussi l'évolution de la voile à cornes. On a eu maintenant des voiles en 3DI maintenant pour la nouvelle PO pour Paris 2024. Donc voilà, c'est un bateau qui est à la fois voilà récent, mais qui dans la classe olympique par rapport au 4-7 au laser, etc., mais qui évolue dans son temps, voilà, avec les dernières nouveautés, en tout cas ce qui fait la voile d'aujourd'hui dans sa splendeur. Il y a juste pas les foils, mais en tout cas au niveau de l'aérien, on a du beau matériel, on va dire. C'est un bateau strictement monotype. Elle est contrôlée comment, la monotypie? Ouais, il y a une jauge, il y a des règles de classe, etc. Une monotypie, on a des jaugeurs en début de chaque épreuve, mais on navigue tous avec les mêmes voiles, les mêmes gréements, les mêmes bateaux. Il y a deux constructeurs de bateaux, c'est Mackay et Ovington.
mais le reste, les voiles, on est principalement pour l'AGV et le FOC chez Norsail. Voilà. Mais tout le monde est pareil. Clément, raconte-nous un petit peu qui fait quoi sur le bateau, comment se répartissent les rôles entre barreur et équipier. Donc, on rappelle que toi, tu es l'équipier, Erwan le barreur. Ouais, exactement. Donc moi, je suis équipier à bord du bateau. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons un peu de répartir les rôles. Je sais qu'on n'a pas tous le même mode de fonctionnement au sein de l'équipage français à l'international. Nous, un petit peu, déjà, je vais commencer par Erwan. Erwan, c'est celui du coup qui dirige le bateau, et c'est celui aussi qui est en charge de la tactique à bord du bateau. Donc c'est lui qui va placer le bateau par rapport aux adversaires et par rapport là où on se situe la zone de course. Et moi, je vais m'occuper un peu plus de toute la partie réglage et puis un petit peu performance du bateau pour le faire avancer vite. C'est moi qui en ai la charge. Voilà, donc auprès, moi je m'occupe du réglage un peu de la grand voile, et Erwan s'occupe du réglage de foc. Donc c'est un petit peu inversé par rapport à ce qu'on sait un petit peu des autres bateaux. Par exemple, je sais qu'en 470, c'est le barreur qui a l'écoute de grand voile quand l'équipier a le foc, et sur plein d'autres bateaux, c'est comme ça. Le Forti est un peu à part, c'est-à-dire que la GV, il y a vraiment besoin de réguler sur des grosses amplitudes, ce qui est compliqué en fait de faire avec en étant barreur et en devant barrer le bateau à côté. C'est pour ça que cette tâche-là est pour l'équipier. Et puis voilà, et puis quand on arrive au portant, moi je m'occupe du réglage du SPI, et puis vu que c'est les plus petites amplitudes avec la grand voile, c'est le barreur qui en a la charge. Et voilà, en gros, c'est en tant qu'équipier, moi au sein de l'équipage, voilà, j'ai en charge en tout cas toute la partie vitesse du bateau, performance du bateau, quand Erwan il a plus la partie tactique et puis placement par rapport aux adversaires. D'accord, donc j'imagine, comme dans tout support double olympique, ça demande beaucoup d'entraînement, une grosse coordination, et notamment pour les manœuvres, hein. J'ai vu des vidéos de vos virements de bord, c'est assez impressionnant. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça demande une parfaite symbiose en tout cas dans l'équipage. C'est vrai qu'on est vraiment sur des détails de placement, que ce soit sur des virements ou des empannages. Il faut vraiment qu'on soit très très précis pour être le plus performant possible. Et ce qui est incroyable en fait, c'est que sur ce bateau-là, particulièrement, je trouve, c'est que il y a vraiment pas un virement pareil, il y a pas un empannage pareil, il y a pas un lancement pareil. Donc on est toujours obligé de s'adapter. Et je trouve que c'est ça qui est incroyable, c'est que voilà, ça nous permet de développer plein de sens en plus, parce qu'on est vraiment tout le temps obligé de s'adapter, et puis en plus de ça, de s'adapter tous les deux sur la même voie. C'est-à-dire qu'on doit vraiment penser les mêmes choses au même moment, et des fois sans trop réfléchir, on doit les mettre en place. Et c'est ça qui est incroyable, et c'est ça où voilà, ce qui est sympa, c'est voilà de devoir toujours en tout cas voilà trouver des solutions un petit peu à des choses certaines on peut anticiper, certaines on peut pas anticiper. Et c'est ça qui est incroyable sur ce bateau. Erwan, on va revenir du coup sur cette deuxième préparation olympique. Elle a commencé quand exactement pour vous et comment vous avez un peu structuré cette préparation? Tu disais que toi, tu étais plutôt du côté de Lorient et Clément à La Rochelle. Où vous entraînez, avec qui, comment s'est structuré un petit peu cette préparation olympique? Déjà, c'est une préparation olympique qui a été un peu particulière parce que en fait, normalement une préparation olympique c'est 4 ans. Là, on a eu Tokyo qui a été en fait à cause du Covid, etc., a été prolongé d'une année. Donc les Jeux olympiques avaient été reportés à l'été 2021. Donc en fait, c'était une préparation olympique, nous qui avait commencé déjà en 2020 après notre non-sélection. Donc on avait été partenaire d'entraînement de Lucas et Emile. Donc on avait essayé de les accompagner au mieux dans leurs Jeux olympiques, mais à la fois aussi nous de commencer déjà à préparer Paris 2024. Donc ça a été une année assez particulière. Puis on sortait aussi du Covid, il y avait encore quelques restrictions, etc. Notamment au Jeux de Tokyo, ça a été assez compliqué pour les athlètes au niveau du Covid, etc. Et du coup, on a basculé nous en 2021 après une projection et une programmation quasi à 100%, voire à 120% même, pour nous préparer à aller aux Jeux de Paris 2024. Donc, comme l'a dit Clément, on s'est d'abord focalisé sur nos forces, mais aussi nos faiblesses. Pourquoi on avait loupé la qualification pour les Jeux, qu'est-ce qui était important dans notre projet, qu'est-ce qui l'était moins. En fait, on a essayé de hiérarchiser et structurer les points d'étape avec une flèche du temps sur des micro-objectifs, des objectifs à court terme, à moyen terme et long terme. Et une des grandes choses qui nous paraissait importante, c'était de bosser sur le mental.
Donc on s'est associé à une personne ressource pour nous qui nous tenait à cœur, c'est Gwen Schbick, donc qui est assez connu dans la course au large. Ça a été le co-skipper de Quito de Pavan, etc. Mais il a été aussi entraîneur national au niveau du Sultanat d'Oman, donc avec l'équipe de 49ers de Oman. Et c'est quelqu'un avec qui on a pas mal bossé les hivers déjà en 2020, 2021, etc. et qui nous parlait en tout cas, qui nous faisait sens à nous dans notre projet. Et ça a été un vrai accélérateur de performance en tout cas. On a vraiment signé une collaboration en 2021 et on a eu nos premiers résultats très rapidement en 2022, sachant que on a eu une année, 6 mois où Clément s'est blessé aussi à ce moment-là. Donc on a pareil, ça découle un peu des forces qu'on va avoir pour la suite de notre projet. En tout cas, la gestion des blessures, on va en reparler, je pense. Et ça a été en tout cas une très grande force d'apprentissage et je pense une force de caractère pour nous deux pour la suite de l'aventure. Ouais, et vous vous entraînez au quotidien? Vous entraînez où? Vous êtes, j'imagine, dans le collectif France. Quels sont vos entraîneurs? Ouais, on est en équipe de France depuis très peu, hein. On est en équipe de France grâce à notre performance du test event cet été. Donc on est rentré en équipe de France le 1er décembre 2023. Et avant ça, comme tu l'as dit, on était dans le groupe France. En tout cas, c'est le groupe qui se situe en dessous. Donc comme entraîneur, on a Françoise Lecourtois, voilà, et en intervenant extérieur, expert de la classe 49er, on a Manu Dien qui est là en prestation, voilà pour le collectif France en tout cas. Donc ça c'est vraiment un plus. Ouais. Et vous vous entraînez depuis, j'imagine, peut-être l'année dernière à Marseille, ou vous êtes basé, ou vous continuez à vous entraîner dans l'ouest de la France? En fait, on est basé à Marseille depuis 1 an et demi. Mais faut savoir que nos pôles de rattachement, donc Clément est toujours rattaché au pôle de La Rochelle et moi de La Baule. Mais il faut savoir qu'en fait, on s'entraîne beaucoup l'hiver à l'étranger, parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose il y a quelques années. Enfin, ça vient pas de nous, hein, de Clément et moi, mais ça vient de la fédération, des ensembles, de l'ensemble des équipes de France, etc. C'est que nous, surtout dans notre série olympique, les nations qui marchaient énormément, c'était les Néo-Zélandais, les Australiens, avec notamment Peter Burling et Blair Tuck et Nathan Outridge. Et en fait, ces personnes-là, quand c'est l'hiver chez nous, en fait, eux, ils sont chez eux, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Du coup, ils font en fait le même nombre de jours d'entraînement que nous. Et quand nous, on faisait 1 heure et demie à La Baule ou à Quiberon parce que en ressenti c'était du négatif, etc. Eux, ils faisaient 3 heures d'entraînement chez eux. Et quand c'était l'été chez nous, il y avait toute la période printemps-été avec les compétitions, etc. Et en fait, eux, ils avaient 2 trimestres de printemps, je veux dire, et 2 trimestres d'été. En fait, ils avaient que du beau temps, pas d'hiver, et c'était vraiment, ils maximisaient en tout cas leur volume de nave. Et en fait, nous, on se retrouvait avec un volume de nave journalier exactement pareil qu'eux, mais en tout cas un volume horaire qui était bien inférieur à ce qu'on pouvait proposer. Donc en fait, on a basculé très rapidement au Portugal ou à Lanzarote pour des entraînements hivernaux. Et après la période estivale, on bascule beaucoup plus à Marseille. D'accord. Tu disais, Erwan, je posais la question à Clément, mais tu disais que vous étiez à 100%, voire au-delà, pour cette PO. Ça veut dire que vous ne faites rien à côté, ou vous n'avez pas de métier, d'études? Je crois que vous avez tous les deux 30 ans ou un peu plus. Clément? Ouais, effectivement, là, on est vraiment à 100% dans notre projet, avec rien, entre guillemets, rien d'à côté, en tout cas, professionnellement. C'est une chance, c'est que avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a quand même plus de moyens qui ont été mis en place. Et en fait, là, depuis 2 ans maintenant, on a été, que ça soit pour Arwan ou moi, on est salariés, en fait, de nos clubs, qui nous permet d'être détachés, en fait, à 100%, pour la pratique de la voile en compétition et pour les entraînements. Et effectivement, on n'a pas, ce projet nous prend tellement de temps, donc c'est vrai qu'on n'aurait pas le temps de faire autre chose. Moi, j'ai un petit peu essayé au tout début de notre association, où j'étais en contrat aménagé chez Decathlon à La Rochelle. Et en fait, on s'apercevait que voilà,
avec entre les entraînements et les compétitions, à la fin de l'année, j'avais pas un seul de jour off. Je partais en compétition sur mes vacances, je partais en voilà pareil sur les entraînements avec les emplois du temps aménagés que j'avais, mais comptablement en tout cas à la fin d'année, j'avais pas vraiment de temps pour moi. Et dans un projet de performance, c'est aussi important d'avoir un peu de temps pour soi et de pouvoir décompresser, pouvoir faire autre chose, partir en vacances. Toutes ces choses-là sont importantes en tout cas pour pouvoir en tout cas être performant dans le temps, parce que la préparation olympique quand même ça dure pas un an, ça dure pas 6 mois, ça commence bien avant. Et pour être performant, en tout cas, pendant les 4 ans, 6 ans, 8 ans, d'Olympiade, parce que voilà, des fois, on a beau s'investir à 100%, et ne pas réussir à aller, à décrocher nos objectifs, qui en vol olympique sont quand même les Olympiques. Et quand on a vraiment envie d'y participer, voilà, on re-signe encore pour 4 ans pour y repartir. Donc c'est un investissement qui est vraiment à long terme, et c'est important en tout cas dès le début de pouvoir respecter aussi ces temps un petit peu pour soi, pour voilà, pour pas dégoupiller et puis rester quand même bien focus sur nos objectifs de vie. C'est important en tout cas d'être entre guillemets pas tout le temps, mais dans un petit cocon en tout cas, et de bien-être pour pouvoir au quotidien en tout cas pouvoir aller performer en tout cas sur les objectifs sportifs. On est vraiment à 100% en tout cas depuis Erwan maintenant depuis 2 ans, et puis c'est vrai qu'on voit vraiment la différence sur notre progression. On sent que en tout cas on progresse encore plus vite vers nos objectifs. Ouais, on répète régulièrement dans Pause Report, c'est un vrai sacerdoce, une PO. Clément, on va continuer avec toi. Donc, vous signez des bons résultats en 2022. Hein. Je crois qu'il y a une victoire à l'épreuve de Coupe du Monde de Palma, une 3e place sur la semaine olympique française. Et après, il y a une première blessure pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, bah là, je pense que aller prendre un café et puis avec quelques gâteaux, parce que je pense qu'on pourrait écrire un bouquin. Donc, non, j'ai déjà lancé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que moi, même ça a commencé un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'avec Arwan, on s'est associé en 2018, et puis je me suis blessé directement au mois de juin, donc 2 mois après notre association, où sur la premier jour de Kiel, je me suis fracturé le 5e méta, comme je disais. Au début, on savait pas trop ce que j'avais, et puis moi, je sentais que j'avais un peu mal, mais je sentais que ça le faisait encore. Donc on a fait la première journée de compétition quand même. Et, on a super bien marché. En plus, je crois qu'on c'est la meilleure journée de la flotte. Je crois qu'on était en tête du général le soir. Et puis je suis allé faire des examens le soir. Et puis au final, il s'est avéré que c'était fracturé et déplacé. Donc j'avais la main qui était énorme. Donc voilà, tout ça pour dire que ça avait commencé ici. Et puis effectivement après, même avant ça, avant 2022, avant nos premiers bons résultats, moi j'ai eu une maladie de croissance à mon genou, où j'avais la maladie de Schuster. Donc c'était une proéminence au niveau de la tubérosité tibiale, au niveau du genou, et en fait qui était en train d'abîmer un petit peu mon tendon, qui était sous la rotule. Et du coup j'ai dû me faire opérer par rapport à ça, parce que ça me faisait de plus en plus mal. J'avais du mal à me mettre à genoux, à faire des squats, rester dans une voiture pendant quelques heures, ou dans un avion, ça me faisait mal d'avoir les jambes à 90 degrés. Donc voilà, je suis allé voir un spécialiste qui m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer pour enlever définitivement cette douleur. Donc j'ai fait le choix de me faire opérer, parce que ça devenait vraiment très désagréable. Et puis ça commençait vraiment à me faire mal, et puis c'était dangereux aussi pour mon tendon. Puis à côté de ça, je me suis aussi blessé au gros orteil, où je me suis arraché le ligament et fait un arrachement osseux. Donc une pierre deux coups. En fait, je me suis fait opérer en octobre 2020, et avec 2 équipes de chirurgiens, une équipe pour le pied, une équipe pour le genou. Ils ont tout fait en même temps. Voilà, un seul passage au contrôle technique pour remettre la machine à 100%. Donc ça a vraiment commencé là, mais ce qu'il y a, c'est que derrière, j'ai eu quelques complications. J'ai chopé un staphylocoque, et sans trop savoir ce que c'était, ça a duré quelques temps. J'ai mes cicatrices qui se sont réouvertes, et ça a duré pendant 6 mois. Donc à la base, je devais être arrêté pendant 3 mois et demi. Au final, ça a duré 6 mois, parce que j'avais mes cicatrices encore ouvertes, et il fallait pas que je mette le pied dans l'eau. Et au final, au bout d'un moment, il m'a dit, là, l'équipe des chirurgiens, parce que je le tenais informé tous les jours pour savoir un petit peu comment c'était, avec plein de prises de sang, etc., pour savoir ce que j'avais. Et il m'a dit, là, tu reviens au bloc. Je me rappelle très bien, c'était un vendredi, il m'a dit, tu viens lundi au bloc, première heure, et puis je te réopère, on va nettoyer, et puis on va voir exactement ce que tu as, faire des prélèvements, parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce que j'avais. Donc après, je suis resté sous antibiotiques pour après l'opération. J'ai fait une réaction aux antibiotiques, j'ai commencé à devenir tout rouge. Donc Ah ouais, c'est un vrai feuilleton. Ouais.
Ah ouais, c'était un vrai feuilleton jusqu'au bout. Et donc là, je me rappelle très bien. Moi, je sentais que ça me grattait un peu partout. Je sais que j'étais au téléphone avec ma maman à ce moment-là. Je commençais à me gratter un peu partout. L'infirmière a déchiré mon vêtement d'hôpital. Et puis, ça avait vu que j'étais tout rouge. Moi, j'en étais pas aperçu. Donc, elle a tout débranché. Et après, bon, c'est redescendu. Ça allait beaucoup mieux. On m'a donné d'autres antibiotiques auxquels j'étais pas allergique. Donc après, ça allait vite mieux. Et puis voilà, après derrière, 3 semaines après, un mois, j'étais de nouveau sur l'eau avec Erwan, mais au bout de 6 mois, plutôt que de 3 mois et demi. Et puis après, effectivement, donc en 2022, super résultat avec Erwan, on gagne la Coupe du Monde du Palma. Voilà, c'était incroyable, c'était notre premier gros résultat en tant qu'équipage, donc on était vraiment ravis de tout ça. Après, 2 semaines après, on arrive à faire troisième à la World Cup de hier aussi en France. 3 semaines après, donc ça pareil, c'était incroyable. Et puis arrivent les entraînements hivernaux, ou pareil, ce que disait Erwan, là, on s'entraînait au Portugal. Et puis au mois de janvier 2023, à la fin d'un stage, j'étais assez fatigué, mais je l'avais senti, c'est bizarre, avant de partir sur l'eau, en me disant, waouh, je suis quand même très fatigué là, mais bon, c'est la fin, allez, dernier coup de collier, et puis ça va le faire, hein. Et puis voilà, c'est vrai que souvent je dis que c'est un peu comme la dernière descente sur une piste de ski. On dit bon allez, on en fait une dernière, on y va tranquille pour se pas se blesser. Mais c'est vrai que au final, j'ai l'impression que c'était aussi un petit peu comme ça. C'était un peu the last ride avant de rentrer à la maison pour se reposer. Et puis sur une manœuvre, j'ai mon genou qui s'est complètement dérobé, et puis je suis venu en fait m'écraser dessus. Il est parti à 90 degrés, et puis je me suis écrasé dessus. J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que j'ai entendu un gros crack. Derrière, j'ai retendu la jambe, j'ai entendu un crack. Je me suis assis, et puis je me suis fait waouh, là j'ai mon genou, j'arrive plus à le bouger. Et puis après, il y a le coach qui nous entraînait, Manudien, là sur cette régate là, qui m'a monté dans le Zodiac. Et Erwan a fait appel à une barreuse d'une autre nationalité pour pouvoir ramener le bateau, parce que moi j'étais incapable de pouvoir ramener le bateau. Donc c'est voilà, une barreuse qui était dans un Zodiac de coach, qui est montée sur notre bateau pour qu'il puisse ramener le bateau à bon port. Et puis moi voilà, je suis allé faire des examens, et puis c'est avéré que c'était le ménisque externe qui était complètement disloqué, et puis qui était parti en fait dans l'articulation. Donc j'avais mon genou qui restait bloqué à 90 degrés. Donc après, j'ai fait un rapatriement en France, et puis je me suis fait opérer la semaine d'après par une équipe de chirurgiens de Bordeaux. Et puis après, là, pour le coup, j'ai pas eu de problème, et puis 3 mois et demi après, j'étais sur le bateau. Bon, et justement 3 mois et demi après, et vous êtes malgré ça sélectionné au Test Event de Marseille, et là vous signez une deuxième place. Tu vas nous raconter, Erwan, c'était déjà, est-ce que le fait d'être sélectionné était inespéré compte tenu de tout ce que vient de raconter Clément, et cette deuxième place, raconte-nous un peu comment ça s'est passé à Marseille. C'est clair que déjà c'est comme je te disais avant, en fait la notion de blessure, ça a vraiment fait partie de notre ADN, en tout cas de notre construction d'équipage. Ce qu'a pas dit Clément, c'est que au-delà des blessures qu'il a pu rencontrer dans son parcours, c'est que en plus de ça, on a été touché aussi, mais comme la plupart de tout le monde, par le Covid. Et en fait, à des moments où Clément pouvait reprendre, bah on a été en Covid, etc. Donc il y a plein de périodes en fait on n'a pas pu naviguer aussi en plus de ça. Et en fait je pense que tu me diras si je me trompe Clément, mais je crois que notre première saison complète au final ensemble, ça a été la saison 2022 quasiment. Et voilà, en fait tout est parti de là, du travail avec Gwenchbeek, de la possibilité de faire une saison complète, à faire toutes les compétitions, etc. Et puis de vraiment voilà, Clément il sortait de beaucoup de temps d'opération, voilà de calvaire, d'aggravement de ses soins, etc. Et puis cette envie de renaviguer ensemble. En tout cas, c'était vraiment ça cette année 2022. Début 2023, janvier, Clément se blesse, donc là tout de suite on se pose la question comment on va faire, parce que première épreuve de sélection pour les Jeux Olympiques, c'est Palma 2023. Là, direct, on se dit vers qui on peut faire appel, et on statue très vite qu'il y a un jeune potentiel qui émerge, en tout cas en 49er français. C'est un équipier qui s'appelle Yoann Bertin, que je remercie énormément de sa disponibilité, en tout cas de son courage, en tout cas de pouvoir venir et de prétendre à remplacer un équipier comme Clément, qui a l'expérience, qui a déjà fait une préparation olympique, qui s'engage directement dans une épreuve de sélection. On lui demande d'être présent, d'être rigoureux, en tout cas d'avoir toutes les exigences qu'un athlète de haut niveau peut avoir pour se préparer aux Jeux Olympiques.
sans cette expérience. Mais par contre, la force qu'il avait, c'est cette envie d'apprendre et surtout son courage et puis son abnégation de rien lâcher, d'y croire. Et moi, j'ai fait du coup ces 2 épreuves de sélection avec UN, donc Palma qui était la sélection pour le test event, où on fait premier français. On rentre en medal race à la 5e position, en capacité de jouer jusqu'à la 2e place. Malheureusement, il nous manquait encore un peu de connaissances l'un de l'autre, de tout ça. On fait, je sais plus avant-dernier ou dernier de la medal race, mais et on doit finir 9e ou 10e de Palma parce que les planètes se sont alignées contre nous cette fois-ci. Mais voilà, très bonnes expériences en tout cas et d'attaque pour repartir sur hier. Hier, on finit à nouveau en medal race et premier français et on était déjà qualifié pour le test event. À l'heure actuelle, on savait pas encore si Clément allait être en capacité de pouvoir faire le test event. On l'espérait de tout cœur en tout cas et UN savait que si Clément était en capacité de revenir pour le test event, il laisserait sa place à Clément. Donc ça aussi, c'était quelque chose de formidable venant de sa part, de qualifier le bateau, mais de savoir que potentiellement c'est pas lui qui allait faire le test event. Je me souviens des premiers entraînements où Yuen était là et Clément pouvait faire qu'une seule heure de navigation et Yuen faisait la 2e heure encore. Et on est arrivé très fatigué sur ce test event. Je pense qu'on a rarement été aussi fatigué en arrivant sur une épreuve. Et voilà, en fait, cette envie, cette adrénaline d'être là au test event, de représenter la France, et cette envie de naviguer ensemble nous a fait à nouveau pousser des ailes. Et voilà, là, on a mis la fatigue de côté, on n'a rien lâché et voilà, on est monté sur la boîte, comme on dit, à la 2e place de ce test event derrière Bart et Floris, donc les triples champions du monde en titre. Bon, donc une très belle 2e place sur ce test event, mais les problèmes de blessure ne sont pas pour autant terminés parce que après fin d'année, c'est à ton tour que ça arrive et dans des conditions un peu particulières. Tu peux nous raconter, Erwan? Ouais, c'est des accidents de la vie, hein, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Moi, je me suis fait renverser en allant à l'entraînement à Marseille. Voilà, enfin, c'est sûr que c'est un peu frustrant parce que c'est pas un accident comme a eu Clément, même si Clément c'était aussi frustrant pour lui, mais un accident qu'on a sur le bateau ou voilà, là c'était vraiment faute à pas de chance, voilà, mais voilà, je me suis en tout cas senti soutenu. C'est vrai que ça faisait un peu peur, hein. Moi, je suis arrivé, je me suis fait renverser. Il y a une dame qui est venue tout de suite me voir. J'étais à 200 mètres du pôle. Et au début, avec l'adrénaline, je me suis relevé. Je me suis dit, ouais, ça va le faire, etc. Je suis allé au pôle. Et arrivé au pôle, ouais, je me suis assis. Je sentais que je pouvais quasiment plus marcher. Et on m'a monté. Je suis monté dans l'ascenseur, voilà, quasiment allongé. Les pompiers sont venus et puis là, voilà, ils m'ont dit faut aller aux urgences, faut quasiment, on va voir ce que t'as, mais il y a sûrement un truc de cassé ou qui va pas. Et à un moment, je me souviens, les pompiers voulaient me faire le transfert sur Le brancard, ouais. ouais, le brancard, ouais. Et je dis ah non, mais là faut me shooter parce que pourtant je suis un dur au mal, mais là fallait me shooter parce que j'ai eu pareil, j'ai eu une triple fracture de l'astragale plus jeune en 2011. Et voilà, enfin, je savais ce que c'était de me se faire opérer. Donc là, je suis arrivé à l'hôpital de la Timone à Marseille et le diagnostic est tombé. J'avais une fracture, en tout cas lombaire, des vertèbres L2, L3 avec un tassement. Donc je me suis fait opérer en urgence. Franchement, ils ont été top. Ils savaient que potentiellement j'étais en lice pour aller aux Jeux Olympiques, donc à Marseille en plus. Donc ils ont fait passer tout en super rapide. C'était trop bien. Et ça, c'est arrivé quand? Et du coup, ça a été combien de temps d'arrêt là, pour toi? J'ai eu mon accident, si je dis pas de bêtises, le 27 ou 28 septembre. Et j'ai été opéré le lendemain matin. Je suis sorti le lendemain, juste après. Je pouvais à nouveau marcher. J'ai eu en fait ce qu'on appelle une cimentoplastie. Donc ils ont injecté du ciment dans mes vertèbres pour consolider les fractures et j'ai eu aussi du spin jack, c'est pour remettre le tassement d'aplomb en tout cas sur mes vertèbres. Et là, ça en est suivi de un mois d'arrêt où je pouvais pas faire grand chose. En tout cas, je devais pas porter de charge, je devais faire attention à mes postures, etc. Mais j'ai assez rapidement repris la natation
et la marche et le vélo d'appartement. J'ai acheté un vélo d'appartement où j'en ai fait à la maison. Et je me suis pas mal reposé aussi parce que c'était ce qui était demandé. Et après, j'ai poursuivi par 2 semaines au centre de rééducation à Lorient, donc à Carpap, exactement. Donc très beau centre où j'ai été reçu vraiment pareil. Les gens sont extraordinaires d'attention et de bienveillance dans les services. Et le corps médical est vraiment fabuleux. En tout cas, ils ont vraiment été à fond avec moi. Et j'ai repris l'entraînement pas à fond, mais début décembre à Villemoi avec Clément. On a fini un stage, je sais plus, le 21 décembre, quelque chose comme ça. Et j'ai fêté Noël et direct je suis allé à nouveau en rééducation, donc entre Noël et le 7 janvier. Là on repartait pour Lanzarote, donc j'ai fait à nouveau 2 semaines de rééducation. Et tous les voyants étaient au vert. J'ai refait à ce moment-là de la charge, donc soulevé de terre, squat, tout ça. J'étais vraiment en confiance sur mon dos. Et à partir de ce moment-là, du coup du 8 au 9 janvier, quand on a repris l'entraînement à Lanzarote pour préparer ce championnat du monde, je me sentais en capacité à 100% et je réfléchissais plus du tout à mes douleurs de dos ou mes postures, etc. En tout cas, j'étais, comme l'a dit Clément, le contrôle technique était passé, tous les voyants étaient au vert et on pouvait repartir dans notre aventure et quête de cette dernière étape de qualification pour les Jeux Olympiques. Bon, justement, on va en parler. Le temps le chrono tourne, donc on va rapidement parler de ce championnat du monde que vous démarrez donc par une première manche. Je crois que vous faites 11e sur la première manche, et derrière il y a un enchaînement de podiums de manches. On a l'impression que c'était la compétition de rêve pour vous. Raconte-nous, Clément, comment vous avez vécu cette compétition. Peut-être que c'est des compétitions comme on n'en fait qu'une. Du moins, c'est pas ce que j'espère pour vous. J'espère que ça sera également le cas à Marseille dans quelques mois. Mais c'était la compétition de rêve pour vous. Tout s'est déroulé comme vous l'imaginiez, peut-être même pas. Ouais, c'est vrai que c'était incroyable, des compétitions comme ça. J'avoue que ça fait rêver de pouvoir voilà truster les places les places au podium sur toutes les courses. Ouais, c'est incroyable. Et le premier jour, c'est vrai que c'est presque notre entre guillemets le jour où on a le moins bien marché. Après, c'est aussi compliqué de rentrer dans une régate parce qu'il y a quand même de l'enjeu. Nous, c'est quand même notre dernière épreuve de sélection. Ça reste un championnat du monde où c'est quand même une épreuve majeure pour nous. Où, mine de rien, un championnat du monde reste un championnat du monde. Donc, il y a très peu de personnes aussi qu'on mine de rien la capacité de qui auront à la fin de leur carrière voilà la capacité de décrocher un titre mondial. Donc voilà, tout ça amène quand même un petit peu de pression pour cet événement supplémentaire. Après, c'est vrai que nous voilà dès le premier jour de régate, on a fait un bon point avec Erwan pour voir un petit peu où on en était, où on se sentait, un petit peu prendre la température un petit peu de cet événement-là. Et après, on s'est vite un peu réalignés tous les deux sur nos objectifs et puis un peu la ligne de conduite qu'on s'était fixée auparavant. Et puis après voilà, on a déroulé. Donc effectivement, à l'issue des résultats, on a l'impression que il n'y a rien que rien pouvait nous arriver quoi. On était vraiment sur un petit nuage d'une autre planète et que voilà, on avait juste un peu à dérouler notre partition et puis que tout allait se passer à merveille. Mais voilà, après on sait que tout le travail qu'on a fait pour en arriver là, c'est vrai on est resté vraiment très très concentré. On a vraiment gardé nos routines. Je pense qu'on n'y a vraiment pas dérogé à faire voilà nos petites routines au quotidien pour se sentir prêt et puis attaquer journée par journée, manche après manche, bord de près après bord de près, voilà au fur et à mesure sans rien lâcher. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment été une force en tout cas pour nous cette semaine. C'était vraiment un petit peu de faire un reset. En fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose que moi je répétais à Erwan à chaque fois avant de partir sur l'eau. Je lui disais bon maintenant on reset, on oublie ce qui s'est passé avant, on reste vraiment focus sur le présent. Le futur, on verra ce qu'il arrivera, mais là c'est le moment présent qui est important. Et ça c'est vraiment, je trouve, qui a été vraiment notre force, c'est de vraiment être vraiment tout le temps connecté, en tout cas ensemble sur chaque événement en fait qui se passait de la journée. Donc ça commence, on arrive au bateau sur voilà nos petites routines pour gérer le bateau, nos préparations de la manche, notre départ, le lancement, le premier bord de près, le premier virement. Et tous ces trucs-là, en fait, ça nous a vraiment permis de rester connectés en fait ensemble tout le temps, à chaque moment de la journée. On savait que tous les deux on était concentrés sur la même chose. Et ça, je pense, c'est vraiment ce qui a fait notre force
voilà, sur toute la semaine, quoi. C'est vraiment qu'on puisse rester connectés ensemble au quotidien, quoi. Ouais, à l'arrivée, vous terminez avec quasiment 40 points d'avance sur les triples champions du monde en titre néerlandais. Vous êtes les premiers Français à décrocher l'or mondial en 49er. Erwan, c'est quoi le sentiment une fois cette médaille d'or autour du cou? Ouais, c'est beaucoup de fierté. Je pense que ce qui était incroyable, c'est de pouvoir décrocher un titre sur une série. Comme on le disait, ça faisait 25 ans que le 49er français essayait d'aller chercher un titre comme ça. Et on n'était pas passé loin, hein. Il y a Manu Dieng et Stéphane Christris qui ont fait troisième au championnat du monde à Marseille en 2013. Il y a Mathieu Frey et Noé Delpech qui ont été vice-champions du monde en 2018. Pareil, les gars, Julien Tortoli et Noé Delpech ont fait cinquième aux Jeux Olympiques à Rio. C'est des places qui sont proches du Graal. Et là, d'être dans une série olympique où je crois qu'on est, c'est ce que Guillaume Quilino a dit, le DTN, seulement la 8e nation qui a ce titre de champion du monde, c'est exceptionnel. Avant, il y a des grands noms de la voile qui sont passés par là, Dylan Fletcher, Chimé Fantella, Peter Burling, Blair Tuck, Nathan Outridge, Ian Jensen, c'est des gens qui sont sur la Coupe de l'América, CLJP à l'heure actuelle. Et je pense que on réalisera qu'on est champion du monde, ça, je pense qu'on l'a réalisé et c'est incroyable. Mais je pense de la manière dont on l'a faite, c'est pareil. En fait, c'est les autres concurrents, les gens autour de nous, qui nous ont mis la vérité en face des yeux. Je pense, c'est la plus grande domination sur une épreuve, en tout cas en termes de points sur une épreuve majeure, en tout cas pour le 49er. Et ça, c'est vrai que nous, on s'en est pas trop rendu compte. On savait qu'on faisait des bonnes choses, mais voilà, on est resté vachement dans le moment présent. En fait, on s'est pas trop projeté sur la suite, etc. Un peu comme nos blessures, en fait, le verdict est tombé et on avait un objectif plus loin, mais voilà, on était dans notre travail du quotidien pour être de retour le plus vite possible, en naviguer ensemble, partager ces moments forts. Et je pense, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus tous les jours, qui nous ont fait en fait réaliser ça. On a eu énormément de soutien, de messages. Pareil, quand on a été champion du monde, notre téléphone il faisait que de vibrer, etc. C'était incroyable. Franchement, on avait beaucoup de fierté et je voudrais remercier en tout cas tous les gens, toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages et remercier aussi tous nos partenaires sans qui ça aurait pas été possible. Nos sponsors, nos mécènes, BAMS, l'hôtel Richelieu, les collectivités, la Charente-Maritime, Pays de la Loire, Loire-Atlantique, nos clubs, La Rochelle Nautique pour Clément, le CNBPP pour moi. C'est vraiment des personnes, malgré les blessures, malgré tout ça, qui ont cru en nous et qui nous ont jamais lâchés. Et voilà, je voudrais vraiment leur remercier parce que c'est aussi grâce à eux. Voilà, on a eu un bateau neuf en janvier juste pour ce championnat du monde acheté par BAMS et associés et on a eu comme parrain Jérémy Mignon et Charline Picon de ce bateau-là par un marraine et c'est vraiment ça, voilà, ça nous a donné envie d'aller claquer ce championnat du monde en tout cas. Bon, comme on entend un petit enfant qui t'attend peut-être, Erwan, derrière, on va finir très rapidement. Maintenant, vous osez pas encore le dire parce que c'est pas officiel. Grâce à ce résultat, on peut dire que vous aurez le sésame olympique français pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Je pense que la Fédération française de voile va sans doute l'annoncer dans les prochains jours. Maintenant, j'imagine que vous vous projetez vers ces Jeux de Paris 2024 qui se dérouleront pour la voile à Marseille. Clément, raconte-nous un petit peu rapidement le planning maintenant, le rétro-planning jusqu'au 26 ou 27 juillet, le coup d'envoi des Jeux. Ouais, bon, c'est vrai que pour l'instant, déjà, il y a rien qui est officiel concernant effectivement la sélection. Nous, on y croit encore, et puis on doit attendre de savoir le comité de sélection, quel athlète ils ont décidé d'envoyer. Après, nous, dans tous les cas, on sait on n'avait pas envie de s'arrêter après, en tout cas, à championnat du monde. Donc là, on va partir à Palma d'ici 2 semaines, faire l'épreuve du Coupe du Monde de Palma. Ça va être chouette parce que moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'est la régate qu'on a gagnée avec Erwan en 2022. Donc j'ai pas pu la faire la dernière parce que j'étais blessé. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de retourner là-bas et puis de bien faire. Et puis après derrière, il y aura la Coupe du Monde de hier.
donc à la fin du mois d'avril. Et puis une fois que ces 2 compétitions seront passées, il y aura beaucoup de temps aussi sur Marseille. Ce sera juste entrecoupé d'un championnat d'Europe qui est à la Grande Motte à côté, à Montpellier. Mais après il y aura beaucoup de périodes d'entraînement sur Marseille. Et puis après on espère les Jeux Olympiques l'été prochain sur Marseille. Donc voilà un petit peu comment va être découpé un peu les programmes des prochaines semaines et des prochains mois. Erwan, si tout va bien, vous serez donc les qualifiés français pour les Jeux Olympiques de Paris. Avec ce titre mondial, on va forcément vous coller une étiquette de médaillable, voire de favori pour cette compétition. Est-ce que c'est un statut que vous assumez volontiers? Est-ce que c'est une pression positive, une pression supplémentaire, sachant que vous avez aussi la pression, mais qui est peut-être aussi positive, de jouer à domicile? Ouais, c'est sûr. Bon, après, on fait du sport de niveau pour cette pression-là, hein, pour ces moments à force enjeu, et puis en tout cas, moi, je fais aussi du sport de niveau pour être dans cette élite-là. Ça veut dire d'avoir cette étiquette un jour de favori. Le but, c'est de gagner des épreuves et d'être et voilà, de faire partie en tout cas de ces personnes-là. Donc, je suis très heureux en tout cas avec Clément de faire partie des favoris pour les Jeux de Paris 2024. Après, c'est un statut qu'on avait aussi en 2022 après nos 2 belles étapes de Coupe du Monde. On était passé deuxième de la ranking mondiale. Voilà, là on fait un beau test event, un beau championnat du monde. C'est sûr qu'on est regardé aussi par la concurrence, surtout là avec ce coup de championnat du monde où on a dominé l'épreuve. Après voilà, les Jeux Olympiques, ça reste une régate particulière. Il y a qu'un seul représentant par nation. C'est tous les 4 ans. Là en plus c'est à la maison. On va avoir le soutien du public français derrière nous. Je pense que ça nous fera sûrement si on y va. Hein, le verdict n'est pas encore tombé, hein, mais voilà, en tout cas pousser des ailes, je l'espère. Et en tout cas, on se battra si on est sélectionné pour la France et pour le public français pour aller chercher la plus belle des médailles, parce que c'est le but quand on va aux Jeux Olympiques, peu importe, même si on n'est pas favori, c'est quand même d'aller chercher une médaille. Parce que sinon, ça sert à rien d'aller aux Jeux Olympiques. Faut y croire. Il peut se passer n'importe quoi, surtout en voile. On est un sport d'extérieur et puis y avoir plein de choses différentes, de la casse matérielle, des conditions plus ou moins vantées selon ce qu'on préfère. Voilà, et il y a des gens, des favoris qui peuvent répondre présent et non, et des outsiders qui peuvent répondre très présent. Donc tout concurrent sera à prendre et toute place sera à aller chercher, à rien lâcher en tout cas. Voilà. Ouais, parce que la concurrence est particulièrement relevée quand même dans la série. Hein. Il y a les 2 qui terminent derrière vous, les Néerlandais, les Espagnols sur le podium de championnat du monde, mais il y a aussi pas mal d'autres tandems. Et ils seront là, Peter Burling et Blair Tuke aussi. Non, ils sont pas là. Ils ont arrêté le projet. Ouais, ils ont arrêté le projet parce qu'ils sont concentrés sur CLGP et la coupe. Mais voilà, enfin, on voit très bien que c'est une série qui est très très bien représentée sur la voile professionnelle, en tout cas sur la Coupe de l'América et sur CLGP. Il y a beaucoup de barreurs et d'équipiers qui sont passés par le 49er, qui ont eu des médailles en 49er. Et voilà, c'est une série où, comme tu l'as dit, il y a plein de personnes qui peuvent remporter des médailles. En tout cas, en 49er, il y a beaucoup de bateaux très forts. Les Croates, les Espagnols, les Anglais, les Néo-Z aussi, ils sont très très bons. Voilà, hein. Et voilà, notamment le Néerlandais, l'Espagnol, qui sont très 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 forts et qui voilà, triple champion du monde hein, quand même en titre. Et puis l'Espagnol Diego Botín aussi, qui ça fait je sais pas combien d'années qu'il est sur le podium des championnats du monde avec des places de 2, des places de 3. Il a jamais gagné, mais il a en tout cas une grosse régularité sur ces épreuves. Eh bien, très bien. Eh bien, merci en tout cas à tous les 2 d'avoir répondu si vite après ce titre mondial à notre invitation pour cet épisode de Pause Report. On va bien évidemment attendre dans les prochains jours sans doute l'annonce de la sélection française en 49er et en 49er FX. Il y avait aussi les championnats du monde des filles qui se disputaient dans le même temps à Lanzarote. On vous souhaite à tous les 2 une bonne suite de PO. On pense vous retrouver dans quelques mois du côté de Marseille. Très bonne journée à tous les 2 et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un 156e épisode de Pause Report.
Report. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!